Ignorais-tu les signes que ton traumatisme te contrôle? Qu'est-ce qui pousse une personne à la folie? Est-ce une faiblesse? Ou trop de force pendant trop longtemps? La vérité, c'est que, bien souvent, ce qu'il appelle la folie n'est que le cri tardif d'un cure qui a appris à pratiquer la suppression émotionnelle dès son plus jeune âge. Et personne ne le remarque, car à l'extérieur tout fonctionne. Peut-être avez-vous vu quelqu'un qui semblait fort, responsable, voire admirable mais qui portait en lui un traumatisme, de la négligence émotionnelle et une enfance blessée jamais accueillie. L'esprit peut gérer beaucoup de choses. Le corps aussi. Mais quand la douleur est constamment invalidée, quand il y a du gaslighting et un déni de la réalité, quelque chose commence à se fissurer à l'intérieur. Nous grandissons en pensant qu'il faut être fort, que ce sentiment est exagéré, que pleurer est un drame. Et ensuite, il construit un faux soi persona pour survivre. Mais ce masque est cher. Le prix peut être une fragmentation psychique, une fatigue extrême, parfois même une dépression mentale. Mais si je vous disais que même cela peut être le début de la guérison et de l'intégration? Aujourd'hui, vous comprendrez que la soi-disant folie pourrait en réalité être le début de l'individuation, la confrontation avec sa propre ombre, avec la vérité qui a été refoulée. Et si tu restes avec moi jusqu'au bout, tu découvriras non seulement ce qui pousse quelqu'un à la limite, mais comment transformer cette limite en un tournant. Adrian naît entier, curieux, avec cette étincelle dans les yeux de quelqu'un qui veut explorer le monde. Mais au lieu d'accepter, il trouve la peur, le silence et l'instabilité. L'enfance blessée commence là pas nécessairement par la violence explicite, mais par la négligence émotionnelle. Savez-vous quand l'enfant le ressent, mais que personne ne le valide? C'est comme apprendre à quelqu'un à douter de son propre cure. Le traumatisme ne vient pas toujours en hurlant, parfois, il murmure. C'est dans l'atmosphère tendue de la maison, dans les regards qui évitent la conversation, dans le raval, le cri répété comme une habitude. Peu à peu, Adrian apprend à pratiquer la suppression émotionnelle pour survivre. Il réalise qu'être trop sensible est dangereux, alors il commence à s'adapter et à se déconnecter. Et voici quelque chose d'important: lorsqu'un enfant n'est pas protégé émotionnellement, il élabore des stratégies de défense précoce. C'est la graine de la future fragmentation psychique. Une partie ressent, une autre essaie d'être forte. Si vous vous reconnaissez là-dedans, commencez par observer vos réactions automatiques aujourd'hui, surtout lorsque quelqu'un invalide votre douleur. Que fais-tu dans la vie? Tu te tais? Est-ce qu'elle explose? Ce n'est que le début de l'histoire. Plus que les cris, c'était la façade qui brisait Adrian de l'intérieur. Le vrai traumatisme ne résidait pas seulement dans les conflits, mais aussi dans le gaslighting émotionnel constant. Il entendait des choses comme tu exagères ou ça n'est jamais arrivé. Peu à peu, vous avez commencé à vous méfier de votre propre mémoire, et lorsque vous perdez confiance en votre perception, le sol disparaît. Ce type de négligence émotionnelle est insidieux, car il ne laisse aucune marque visible. Il n'y a pas de bleu, mais il y a un doute chronique. L'esprit entre dans un état silencieux de vigilance, essayant de comprendre ce qui est réel. Cette confusion constante alimente la fragmentation psychique. Une partie ressent la douleur, l'autre tente de rationaliser pour survivre. Si vous avez vécu quelque chose de similaire, commencez par quelque chose de simple et puissant: consignez vos expériences. Écrire quotidiennement aide à réorganiser la perception et à atténuer les effets du gaslighting. Des livres comme Le corps garde les marques, de Bessel van der Kolk, aident à comprendre comment le traumatisme s'installe au-delà de la mémoire consciente. Car quand la réalité a été niée si longtemps, retrouver sa voix est un acte révolutionnaire. Le traumatisme ne vit pas seulement dans le souvenir, il s'installe dans le corps. Adrian commence à ressentir une tension constante, un souffle court, comme s'il attendait toujours qu'il arrive quelque chose de grave. Le système nerveux est en état d'alerte maximale, ce qui façonne l'identité. Ce n'est pas du drame, c'est la biologie qui réagit à une enfance blessée et à une répression émotionnelle continue. Avec le temps, cette adaptation devient la norme. L'esprit essaie de protéger, mais finit par créer des distorsions dans la perception. Les petits conflits semblent être de gigantesques menaces, et les louanges semblent suspectes des reflets clairs de fragmentation psychique. Une partie veut faire confiance, un autre vit prêt à fuir. C'est comme conduire avec le frein à main en pensant que le problème est un manque de talent. Voici quelque chose de pratique: réguler le corps aide à réorganiser l'esprit. Les exercices de respiration diaphragmatique, la pratique des étirements conscients ou même les promenades quotidiennes commencent déjà à réduire les effets des traumatismes.
Les thérapies somatiques et des lectures telles que The Courage to be Imperfect, de Brené Brown, aident à reconnecter la vulnérabilité à la force. Parce que comprendre l'impact physique de la douleur est la première étape pour éviter qu'elle ne se transforme en une dépression mentale silencieuse. À un moment donné, Adrian réalise qu'être lui-même n'est pas sûr. Puis naît le faux soi persona éduqué, charismatique, adaptable. À l'extérieur, tout va bien. À l'intérieur, un vide difficile à expliquer. Ce personnage n'est non pas de la vanité, mais en réponse à un traumatisme et à une négligence émotionnelle constante. Le problème, c'est que garder ce masque demande trop d'énergie. La suppression émotionnelle devient routine, il ressent, mais ne le montre pas, il souffre, mais exerce la force. Progressivement, la fragmentation psychique s'approfondit. Il y a El Adrian présentable et El Adrian qui porte son enfance blessée et parle à sa propre ombre dans le silence du petit matin. Si vous soupçonnez de vivre dans l'automatique de la persona, faites un test simple. Dans quels environnements changez-vous complètement de comportement ? Commencez par choisir un espace sur qu'il puisse être en thérapie ou dans un journal personnel pour pratiquer la vraie vulnérabilité. Lire The Drama of the Gifted Child, d'Alice Miller, aide à comprendre comment le faux soi persona se forme. Parce que plus le masque est parfait, plus le risque de dépression quand il commence à se fissurer. Adrian commence à réaliser qu'une partie de ce qu'il porte n'est même pas née avec lui. Il existe un héritage invisible, peur, silence, frustration non résolue qui traverse les générations. Le traumatisme familial non dit devient une règle implicite, et la négligence émotionnelle se transmet du parent à l'enfant comme si c'était normal. Personne n'explique, mais tout le monde le ressent. Souvent, les parents ont aussi vécu leur propre enfance blessée et appris à survivre par la suppression émotionnelle. Sans s'en rendre compte, ils enseignent la même chose. L'enfant grandit en essayant de compenser les douleurs non guéries de la famille, développant ainsi le faux soi persona. C'est comme porter des sacs à dos qui n'ont jamais été à vous et continuer à vous en vouloir pour le poids. Un exercice puissant consiste à cartographier les schémas familiaux. Quels comportements se répètent ? Où y a-t-il un silence constant ? Écrire une chronologie émotionnelle aide à identifier l'origine de la fragmentation psychique. Des lectures telles que The Ancestor Syndrome, d'Anne Ancelin Schutzenberger, élargissent cette prise de conscience. Parce que comprendre l'héritage est le début de l'individuation, et quand on commence à séparer ce qui vous appartient de ce qu'on a hérité, quelque chose en vous commence à changer. Au début, Adrian appelle cela une mauvaise phase. Une insomnie ici, une pensée paranoïaque là, une autodérision déguisée en humilité. Mais le corps montrait déjà des signes que la suppression émotionnelle suscitait un grand intérêt. Le traumatisme accumulé commence à peser sur le coup, et ce qui était une adaptation devient une usure. L'esprit passe en mode survie permanente. Les petits échecs semblent la preuve d'incapacité, les louanges semblent fausses, le reflet de l'ancien gaslighting intériorisé. La fragmentation psychique s'intensifie, une partie essaie de maintenir le faux soi persona fonctionnel, tandis qu'une autre crie à l'aide. C'est là que le risque de dépression mentale cesse d'être une théorie et devient une réelle possibilité. Si vous reconnaissez ces signes, n'attendez pas de rompre définitivement pour agir. Régulez le sommeil avec des heures fixes, réduisez les stimuli nocturnes et recherchez un suivi thérapeutique avant que l'épuisement ne devienne la norme. Des techniques simples d'ancrage comme nommer 5 choses que vous voyez et 4 que vous ressentez aident à stabiliser le système nerveux. Parce que, croyez-moi, ignorer les premiers avertissements est ce qui fait tourner l'histoire. Et le prochain chapitre sera peut-être plus intense. Quand Adrian entre en couple, il n'apporte pas seulement des fleurs, il apporte aussi des traumatismes, une enfance blessée et l'ancienne tendance à la répression émotionnelle. L'amour, pour lui, n'est pas de la lumière, c'est risqué. La vulnérabilité réveille d'anciens souvenirs d'abandon, et tout silence devient une menace. Le cœur veut la proximité, mais le système nerveux interprète le danger. La confiance fluctue. Un jour il se rend, le lendemain il se referme complètement. La fragmentation psychique apparaît sous des attitudes contradictoires, elle rassemble les gens et les éloigne, ils idéalisent et se méfient. L'écho du gaslighting passé le fait douter même de ses propres sentiments. Et pour éviter d'être blessé, le faux soi persona prend le dessus essayant de paraître fort, détaché, cool. Si cela vous semble familier, commencez doucement à pratiquer une communication claire, même si votre voix tremble. Des phrases simples comme « quand ça arrive », « je me sens en insécurité » aident à briser le cycle.
La thérapie de couple ou individuelle peut être un espace sûr pour intégrer ces parties internes. Car même si le passé n'est pas reconnu, l'amour devient un champ de bataille et l'histoire est encore loin de trouver l'équilibre. Adrian se rend compte que qualifier ce qu'il ressent d'anxiété ou de dépression ne résout pas grand-chose. Ces noms peuvent aider à nommer les symptômes, mais ils ne vont pas à la racine: traumatisme non traité, enfance blessée, fragmentation psychique et suppression émotionnelle constante. L'esprit continue d'essayer d'organiser le chaos, même lorsque le diagnostic semble tout normaliser. Le problème, c'est que la société aime les solutions rapides: pilules, listes de contrôle, thérapie superficielle. Mais ce dont Adrian a besoin, c'est d'une plongée profonde, pour affronter le faux soi persona, pour regarder sa propre ombre et gérer des schémas familiers qui ont façonné sa vulnérabilité. Les diagnostics contextuels sont comme des pansements sur une plaie ouverte. Pour ceux qui s'identifient, l'orientation pratique est de rechercher des thérapies qui explorent les racines, pas seulement les symptômes: psychothérapie analytique, thérapie somatique, écriture thérapeutique. Des livres comme The Body Keeps the Marks aident à comprendre que les symptômes physiques et mentaux sont des indices de traumatisme. Parce que reconnaître les signes superficiels n'empêche pas la dépression mentale d'avancer silencieusement. Adrian commence à remarquer des schémas qui semblent devenir incontrôlables: pensées circulaires, voix internes contradictoires, signaux qu'il ne parvient pas à déchiffrer. L'esprit tente d'organiser le chaos de la fragmentation psychique, essayant de donner un sens à ce qui a été réprimé par des années de suppression émotionnelle et de traumatisme. Chaque jour est une tentative de reconnecter les éléments qui ne semblent pas coller. Le faux soi persona ne supporte plus seul le poids de l'enfance blessée et de la vulnérabilité accumulée. Les tentatives d'adaptation commencent à échouer, et le risque de dépression mentale devient évident. Adrian comprend qu'il est temps d'affronter ce qui lui a été refusé: des schémas familiaux, de vieilles peurs, des douleurs qui n'ont jamais reçu d'attention. Concrètement, il peut commencer à consigner ses expériences, cartographier les déclencheurs et explorer l'écriture comme un miroir de l'esprit. Des exercices de journalisation, des méditations guidées et des lectures telles que Women Who Run with the Wolves, de Clarissa Pinkola St, aident à reconnaître sa propre ombre et à réorganiser le sens de l'existence. Parce que le chaos est souvent le prélude à la conscience et la recherche du sens devient le fil conducteur qui peut guider l'esprit vers la plénitude. La folie d'Adrian ne sort pas de nulle part. C'est le résultat d'années à porter des traumatismes, à maintenir le faux soi persona actif et à nier la vulnérabilité. Chaque effort pour s'adapter, chaque douleur ignorée, et chaque suppression émotionnelle accumulée transforme l'esprit en champ de mine. La folie, ici, n'est pas une faiblesse, c'est l'épuisement émotionnel dans son état le plus pur. Les symptômes s'intensifient: insomnie, irritabilité, sentiment d'irréalité. La fragmentation psychique se manifeste clairement, et le corps reflète ce que l'esprit ne peut pas traiter. La dépression mentale est presque inévitable lorsque la vie exige une force continue sans place pour guérir. Adrian comprend qu'être trop fort trop longtemps a un prix élevé et parfois, la limite est la raison elle-même. Concrètement, reconnaître ces signes est la première étape. Les techniques d'ancrage, les exercices corporels, la respiration consciente et le soutien thérapeutique aident à réduire le risque d'une rupture majeure. Des livres comme The Courage to be Imperfect renforcent que l'acceptation de la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, c'est le début de la guérison. Parce que la folie n'apparaît souvent que lorsque tout le système réclame de l'attention. Quand Adrian sent enfin qu'il ne peut plus soutenir le faux soi persona, la rencontre inévitable surgit: sa propre ombre. Toutes les émotions refoulées, les vieilles douleurs et les traumatismes non résolus refont surface. C'est effrayant, car cette partie cachée de soi ressemble à un ennemi, mais c'est en réalité la clé de l'individuation et de l'intégration. La chute du masque révèle des vérités qu'il a essayé d'ignorer pendant des années. Culpabilité, colère, peur, tristesse, tout réuni et sans filtre. La fragmentation psychique se manifeste dans toute sa splendeur, et la vulnérabilité n'est plus une option, elle est désormais une nécessité. Le défi est d'affronter chaque sentiment sans fuir, permettant à l'esprit de reconnaître enfin ce qui a été réprimé. Pour commencer cette intégration, Adrian commence des pratiques simples: s'écrire des lettres à lui-même, méditer sur des émotions douloureuses et discuter de schémas avec un thérapeute de confiance. Des livres comme The Power of Now, d'Eckhart Tolle, aident à observer l'esprit sans jugement. Car ce n'est qu'en affrontant l'ombre, sans hâte et avec courage, qu'il peut commencer à transformer la douleur en apprentissage et les fragments en guérison et intégration.
Adriane commence enfin à comprendre que la guérison et l'intégration ne viennent pas de l'extérieur, mais de la rencontre avec soi-même. L'écriture, la thérapie, les conversations profondes, tout devient un outil pour explorer l'ombre, gérer le traumatisme et reconstruire ce que l'enfance blessée a fragmenté. La vulnérabilité cesse d'être la peur et devient un pont vers la transformation. Le processus demande de la patience, petite victoire, rechute et découverte constante. Chaque séance de thérapie, chaque page écrite, chaque dialogue sincère aide à réduire la suppression émotionnelle et à renforcer la conscience du vrai soi, au-delà du faux soi persona. L'esprit fragmenté commence à s'organiser, et le sentiment des effondrements mentaux cède la place à la clarté. Concrètement, Adriane peut commencer par des exercices quotidiens simples, noter 3 émotions ressenties dans la journée, pratiquer la méditation de pleine conscience ou créer des rituels de soins de soi. Des lectures telles que Women Who Run with the Wolves, de Clarissa Pinkola St, ou The Body Keeps the Marks, de Bessel van der Kolk, offrent des moyens d'intégrer les expériences. Chaque étape, aussi petite soit-elle, nous rapproche de l'individuation et de la possibilité de vivre dans la globalité. Nous sommes arrivés jusqu'ici et vous vous retrouverez peut-être dans une partie de l'histoire d'Adriane. Demandez-vous combien de fois vous êtes-vous permis une suppression émotionnelle par peur, parce que vous n'avez pas été validé? Combien de masques du faux soi persona portez-vous encore pour survivre au quotidien? Reconnaître cela est la première étape pour ne pas répéter les schémas et commencer sa propre individuation. Le changement exige de l'action, écrire sur ses émotions, consulter une thérapie, parler à quelqu'un en qui vous avez confiance, pratiquer la vulnérabilité même si cela fait mal. Observez vos schémas familiaux, vos signes d'alerte et chaque petite réussite dans l'organisation de la fragmentation psychique. Chaque geste conscient est un pont entre l'enfance blessée et la guérison et l'intégration. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour poursuivre cette aventure. Chaque vidéo est une invitation à plonger plus profondément dans l'esprit humain, à comprendre ses propres traumatismes et à apprendre à transformer la douleur en force. Rappelez-vous, il ne s'agit pas d'éliminer la souffrance, mais d'apprendre à danser avec, en intégrant ombre, lumière et chaque parcelle de ce que vous êtes.